C'est parfait. Donc, je vais essayer de faire le marathon prévu, essayer parce que j'ai une cheville en l'air, hein, donc vous pouvez arriver en claudiquant. Et donc déjà, je vais essayer de faire le plus derrière moi possible de façon à pas trop naviguer. Et puis la douleur quasi permanente m'épuise. Donc, bon, bref, je vais faire ce que je peux. Il est fort possible que je m'arrête un peu plus tôt, hein, si un quart d'heure avant ou quelque chose comme ça, enfin, dans le meilleur des cas, pour essayer de récupérer un peu avant le séminaire. Il y a un de vos collègues qui s'arrête une demi-heure avant. Pardon ? Il y a un de vos collègues qui s'arrête une demi-heure avant. Oui, alors, demi-heure avant, je ne sais pas si c'est au bout d'une heure et demie. Il y a une petite ambiguïté sur qu'est-ce que ça veut dire un cours au Collège de France. Donc, l'interprétation classique, j'allais dire historique, c'est un bien grand mot, mais classique pour les matheux au Collège de France, c'est un cours égale 2 heures de cours. Bon. C'est une interprétation extraordinairement minoritaire au sein du Collège de France, où dans presque toutes les autres disciplines, un cours égale 1 heure. Et les plus jeunes mathématiciens qui arrivent, soit n'ont pas été toujours informés de la règle, soit... bon, enfin, bref. Et donc, j'ai fait quelques piqûres de rappel à mes jeunes collègues, enfin plus jeunes, en leur disant, vous savez, un cours au Collège de France, c'est 2 heures. Alors bon, il y en a qui ont un peu rallongé et qui ont coupé la poire en deux à 1 heure et demie. L'autre particularité des mathématiciens, comme vous le savez, c'est qu'on fait nos cours au tableau noir. Hein. Ce qui fait qu'en déambulant sur l'estrade, avec un cours qui n'est pas toujours très facile, y compris pour nous, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même très, très fatigant. Alors dans mon cas, comme en plus il y a une grande partie entre guillemets d'improvisation, c'est-à-dire de compléter des idées au fur et à mesure, etc., c'est particulièrement fatigant. Et donc il y a des moments où je me dis qu'on n'exerce pas exactement la même profession avec mes collègues. Mais ça, c'est un sentiment qui existe, y compris dans les lycées, hein, entre les profs de maths et les profs dans les classes prépa. J'aimerais bien pouvoir faire cours en étant assis et en projetant des slides. Alors bon, je pourrais faire ça avec une tablette exceptionnellement, mais je ne peux pas. Dans ma tête, ce n'est pas possible. Un cours de maths, c'est ça. Alors, donc, cours intermédiaire, avant que j'aborde vraiment un nouveau sujet, cours intermédiaire où je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai mis de côté l'an dernier sur les questions de contrôle optimal d'équations de type Dyson et également le comportement quand intervalle infini, et puis une application étant les grandes déviations pour des évolutions de type Dyson. Donc, parce qu'en fait, il y a tout un tas de points techniques que j'ai allègrement sautés dans le cours de l'an dernier et qui nécessitent chacun, comme je l'avais dit dans le cours introductif, à chaque fois une étude spécifique. Alors, j'en ai déjà parlé d'un certain nombre dans les 2 premiers cours. C'est des questions d'intérêt indépendant. Donc, une première question était sur ce que j'appelle le lemme d'Alvarez. Hein. Donc, pour un certain nombre d'équations dérivées partielles, comment, typiquement des équations d'Hamilton-Jacobi avec un Hamiltonien convexe, comment comprendre l'unicité et l'existence, ce n'est pas le problème, mais l'unicité dans un problème qui est posé dans l'espace tout entier, sans condition limite. Je récapitule parce qu'il y a eu un grand trou. Hein. Le deuxième sujet qui m'a occupé, c'est essayer de faire la même chose lorsqu'il y a un Laplacien, lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a des termes d'ordre 2. Et on a vu que c'était possible, ce qui est d'ailleurs une question qui me turlupinait depuis longtemps, en fait, depuis la thèse d'Alvarez. Je me disais, mais c'est pas possible, ça doit être vrai. Et effectivement, c'est vrai. Alors, j'ai montré plusieurs couches d'arguments. Et je le rappelle parce que je vais en dire un mot dans un instant. Dans ces couches d'arguments, il y a
le fait que lorsqu'on a des problèmes de style contrôle stochastique avec un Hamiltonien de type quadratique, etc., bien il y a la possibilité, il y a la possibilité de se servir des formules de contrôle stochastique pour démontrer l'unicité. Il y a aussi, je t'en prie, prends place. Je te laisse t'installer parce que connaissant l'effort que tu viens pour venir à 9h, je suis admiratif. Tu es passé au gilet orange. Tu as changé de couleur de gilet. Bon. Oui, disais-je, j'ai créé plusieurs couches, donc cet aspect-là commence à servir de contrôle stochastique pour des solutions à croissance au plus quadratique. Comment obtenir aussi bien des effets régularisants que des estimations de Lipschitz? Donc ça, c'est une des techniques EDP avec ce jeu de type Bernstein, mais avec des poids en T. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais regardez des trucs style gradient U carré moins 2T fois U, ou T gradient U carré moins, pour être plus précis, moins une certaine constante de 2 fois U. Donc, comme fonction auxiliaire, appliquer le principe maximum. Donc, bref, des estimations de Lipschitz. Je ne vais pas répéter, j'ai fait ça la dernière fois. Dans le séminaire tout à l'heure, j'indiquerai d'autres points dont on a besoin. Donc, tout ceci, c'est pour résoudre complètement les problèmes de... Allez, ça y est, maintenant j'écris en anglais. De contrôle optimal pour Dyson et puis slash grande déviation. Et pour complètement généraliser, j'allais dire nettoyer, ce serait péjoratif, mais au début, on pensait simplifier parce que la stratégie de démonstration est claire, mais quand on voit l'amoncellement de points techniques d'intérêt indépendant qu'il faut introduire, le mot simplifié est un peu différent. En tout cas, c'est une approche radicalement différente de ce qu'avait fait Alice Guillonnet, d'ailleurs avec des collaborateurs et non des moindres, mais je pense à Alice parce que le résultat le plus général est dans un lecture notes par elle toute seule. Et en fait, ça ne traite qu'un certain nombre de cas, etc., etc. Alors, pour le contrôle optimal, pour cette question, donc c'est un travail qui est assez, j'hésiterai pas à dire monstrueux, parce que ça nous a amené à développer plein de trucs que l'on publie séparément, parce que c'est j'avais honte, mais il n'y a pas de raison. Alors, donc, c'est dans le cadre de cette étude. Que dire d'autre? Donc, il y a plein d'éléments séparés qui relèvent carrément de l'analyse sur P ou P2. Ça sera l'objet un peu de mon exposé. Donc, tout un tas de points ont été développés en collaboration avec Charles. Comme ce sont des travaux d'une certaine manière indépendants, mais qui ont été provoqués par cette étude systématique. C'est le cas de ce dont je parlerai au séminaire, mais c'est aussi le cas de ce dont j'avais parlé, qui est aussi un sous-produit de ce travail, de ce dont j'avais parlé au séminaire l'an dernier, qui était la régularisation des distances de Wasserstein. J'aborderai d'autres points, toujours dans le thème faire de l'analyse sur l'espace des probabilités, cet après-midi. Alors, dans le cadre de cette étude, je vais quand même rappeler de quoi il s'agit. Je ne peux pas dire, souvenez-vous de ce qu'on a fait l'an dernier, et on y va. Alors,
je vais démarrer directement avec des équations des partiels, sachant que derrière l'équation, par exemple, de Fokker-Planck, dont je vais parler maintenant, donc vous avez évidemment une interprétation stochastique, donc laplacien phi n. Et puis ici, vous allez avoir un moins hn gradient phi n égale à 0. Donc je parle d'une équation parabolique linéaire. Vous avez une interprétation stochastique derrière. Ce sont les équations de Dyson correspondant à des matrices aléatoires avec un intervalle des valeurs admissibles du paramètre bêta qui est compris entre 0 et 2. Donc, et ça, c'est important parce que quand bêta devient strictement plus grand que 2, il y a des phénomènes de singularité qui apparaissent. Et donc, qu'est-ce que c'est Hn et dans quoi ceci se passe? Alors, fondamentalement, on est dans Rn. Mais on est aussi dans une situation qui est symétrique dans Rn. Et comme j'ai en plus 1 sur n, donc Rn, hein, x1, xn, donc comme Hn, ça va être une somme sur les j différentes de i, de 1 sur xi moins xj. Okay, donc c'est un champ de vecteur de Rn dans Rn qui évidemment est singulier chaque fois qu'on répète une coordonnée. Donc en fait, derrière les x se cachent des valeurs propres de matrices aléatoires et évidemment, il pourrait y avoir des singularités quand les valeurs propres se croisent. Ça, c'est pas vraiment possible, en tout cas lorsqu'il n'y a pas trop de bruit, mais s'il y a beaucoup de bruit, elles peuvent se croiser, auquel cas même la numérotation devient hasardeuse. Donc, si on rajoute des conditions initiales qui sont symétriques dans Rn, ben évidemment, vous avez une évolution qui est symétrique par rapport à x1 et xn, et il se trouve que l'on peut démontrer, ça je l'avais fait il y a 2-3 ans, que l'on peut démontrer que les particules, les valeurs propres ne se croisent jamais. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on travaille dans sigma, qui est l'ensemble des x1, donc on les ordonne, eh bien, on ne va jamais atteindre le bord. Et d'ailleurs, même si on parle du bord, c'est un peu plus cher à démontrer du point de vue stochastique, on peut définir de manière unique la trajectoire stochastique parce que les particules se séparent instantanément. Hein, c'est l'aspect, entre guillemets, répulsif. Que dire d'autre là-dessus? Bon. Et fondamentalement, vous voyez que ce que vous avez ici, c'est 1 sur n, donc on est quelque part à petit bruit. Alors évidemment, le comportement moyen, si on a les bonnes conditions initiales, hein, c'est de dire que ça compte pas beaucoup. En revanche, que se passe-t-il si on s'intéresse à des aspects de grande déviation? Alors, une manière d'aborder cela, et Matitsin, un physicien théoricien, a été le premier à regarder ça. Alors, c'est un papier qui a beaucoup d'intuition, qui est assez extraordinaire parce que il fait la transformation dite de Kohl-Hopf pour se ramener à une équation aux dérivées partielles, parabolique. Et il laisse tomber le Laplacien et pourtant trouve la bonne limite. Ce qui est quand même un exploit parce que ça joue un tout petit rôle. Bon. Et qu'en plus, la valeur des exposants est quand même limitée. Donc, comme quoi l'intuition est
est une arme bien supérieure. Une bonne intuition est peut-être une arme bien supérieure à la rigueur mathématique. Bon, enfin, ça marche quand on a un très bon physicien. Hein. Alors, de quoi s'agit-il ? Je ne parle pas encore de conditions aux limites parce que je voudrais travailler directement sur les conditions aux limites qui vont apparaître pour l'équation de SJB. Alors, donc, ce que l'on va introduire à partir de ça, autant je vais le marquer ici, c'est quelque chose qui a un moins 1 sur n2 log phi n. Alors, en d'autres termes, c'est phi n égale exponentielle moins n2 un. Alors, l'exponentielle avec un coefficient très grand, puisque c'est le carré de l'inverse de la viscosité, de ce qui est devant. Alors, on pourrait, si on a envie, mettre un bêta là, mais je vais simplifier. Et bêta est très important, parce que, évidemment, lorsque pour bêta plus grand que 2, c'est mal posé, donc on se doute bien que la limite pour bêta égale à 2 pourrait être un peu plus compliquée que pour bêta strictement plus petit que 2. Quoi qu'il en soit, donc si on s'intéresse à des solutions positives de ceci, qu'est-ce qu'on récupère? Eh bien, c'est la transformation de Kohl-Hopf. On récupère dun sur dt moins bêta sur 2n laplacien phi n, un, pardon. Bon, on garde le terme linéaire, hein, c'est un changement de variable, moins hn gradient un. Et puis, comme il y a un laplacien et qu'on dérive deux fois, eh bien, ce que l'on va récupérer, c'est, sauf erreur de ma part, c'est un bêta n, et un demi, du gradient un carré. Donc vous voyez apparaître une équation de type HJB, comme celle qu'on a traitée dans le dernier cours avant les vacances de la Toussaint, avec un Hamiltonien quadratique. Donc effectivement, tout ce que l'on a fait en vérifiant que le terme Hn ne pose pas de problème, tout ce que l'on a fait pourra s'appliquer. Alors je ne vais pas refaire tout le cours, mais je veux quand même qu'on se souvienne d'où on vient. Donc ça, c'est assez typique des grandes déviations, des problèmes de grande déviation, mais c'est aussi un prototype de problème de contrôle optimal dans lequel on a un champ de vecteurs qui est le champ de Dyson, et puis une partie contrôle optimal. Bon. Alors, que dire de plus là-dessus ? Un autre point sur lequel je veux insister, c'est quand on parle de grande déviation, il y a en général 95% des articles sur les grandes déviations, du point de vue probabiliste, font des grandes déviations que je considère comme molles ou régulières. Alors les grandes déviations régulières, ça revient, c'est aussi l'utilisation du lemme de Varadhan. Du point de vue EDP, ce que ça veut simplement dire, c'est que pour UN, initialement, on prend une fonction qui est bien fichue. Alors, bien fichue, il faudra le définir dans un instant. Mais disons qu'elle est régulière, qui est bornée, par exemple. OK ? OK, un sens qu'il faudra définir, puisque dans des histoires comme le lemme de Varadhan, etc., la classe de fonctions que l'on prend, il y a une certaine latitude là-dessus. Quel est le choix de la topologie? Ça a comme incidence quel est le choix des ouverts et des fermés pour les principes de grande déviation
habituels. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'en soucier, je me soucier de cela. Et puis, il y a les grandes déviations difficiles, enfin, ça peut être déjà assez compliqué, hein, les grandes déviations régulières. Les grandes déviations difficiles, sur, en fait, les probabilités de transition, je vais parler de solutions fondamentales. Où là, ce que l'on a envie de mettre comme condition initiale, c'est sur phi n, et c'est une masse de Dirac en un point y, c'est un yn, mais je reviendrai là-dessus. C'est un point de Rn, la masse de Dirac en y par rapport à x. Alors pour l'avoir dans sigma, ça veut dire que y appartient à sigma. Je le répète, on n'a pas de condition limite car on ne voit jamais le bord, on ne l'atteint jamais. Alors ça, c'est les grandes déviations plus délicates. Et si vous regardez un tout petit peu la littérature sur les grandes déviations, vous verrez que l'essentiel des articles porte sur les grandes déviations régulières. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, les grandes déviations pour les solutions fondamentales? Du point de vue probabiliste, les grandes déviations régulières, c'est de dire, comme j'ai une fonction régulière, c'est que je vais avoir, grosso modo, je vais regarder la probabilité de ne pas faire le comportement moyen en atterrissant dans un ouvert ou un fermé. Okay. Dans un bon ensemble. Ou alors on va mesurer ça par une certaine fonction qui est le UN0. Bien. Dans les grandes déviations, on s'intéresse à la solution fondamentale. Là, c'est beaucoup plus dur parce que ce que l'on dit, c'est que l'on va regarder les trajectoires qui arrivent pile en Y, enfin conditionnées par le fait d'être en Y. Donc, c'est en fait une sorte de dérivée de Radon-Nikodym par rapport au cas précédent. Donc, il y a un cran de difficulté supplémentaire. De fait, alors pour des processus de diffusion, c'est-à-dire vraiment des... Donc, l'étude probablement la plus complète, précise, etc., est due à Gartner, mais celui qui avait vraiment commencé à faire ça, c'était Robert Azencott, qui a assez systématiquement ça. Après, la théorie des rough pass s'en est à présenter un point légèrement différent, mais la difficulté, c'est qu'il faut des estimations dures, même pour les équations paraboliques. On ne s'en tire pas par des arguments soft. Il faut un peu maîtriser les solutions fondamentales. Bon. Alors, lorsqu'en plus on rajoute un drift qui est quand même très singulier comme ceci, on sent bien que c'est assez dur. Donc je signalais que dans cette direction, les seuls travaux partiels pour 1 bêta, je crois bêta égale à 1, et avec des conditions assez étranges du point de vue du problème sur la limite des mesures empiriques, c'est toute une série d'articles. Et je ne cite que le dernier, il y a au moins un lecture note, c'est un livre d'Alice sur le sujet, avec évidemment les références à ses travaux précédents. Alors, sont des gros morceaux du point de vue probabiliste. Et avec le sentiment, y compris dans la communauté probabiliste, que le problème, et d'ailleurs Alice me le confiait, elle était très curieuse de voir comment on se dépatouillait de ce problème, avec le sentiment quand même que c'est pas fini, c'était pas fini. Donc là, l'objectif, c'était de finir le boulot. J'en veux pour preuve que quand Benarous d'ailleurs avait fait une série d'exposés ici,
il me disait « Ah, mais avec ce que vous savez faire, c'était avant qu'on s'y intéresse, vous devriez résoudre le problème des grandes déviations pour Dyson. » Et j'ai dit « Mais attends, ton ancien élève, c'est l'ancien élève de Benarous, Alice Guillonnet, elle l'a fait. » Il dit « Ouais, bon, donc il y avait ce sentiment, alors peut-être il avait oublié, c'est la sénilité, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent à nos âges, puisqu'on a exactement le même âge, ou simplement je pense que il y avait un petit sentiment d'inachevé, même si c'était avec des techniques probabilistes, un véritable tour de force. Et je le répète, il n'y a pas tant de choses que ça dans la littérature, où on va s'intéresser aux grandes déviations dures, c'est-à-dire le comportement asymptotique des probabilités de transition ou des solutions fondamentales, et avec en plus un problème qui est assez singulier. D'habitude, on s'arrête aux grandes déviations que je qualifierais de molles. Bien. Alors donc, un mot sur les limites, et puis que je récapitule ce qui a été fait l'an dernier, avec quelques compléments sur ce que j'avais fait en cours l'an dernier. Bon. Alors, le problème limite. Formellement, ce genre de passage à la limite, si on se dit qu'un point x, x1, xn, on peut également le représenter par sa mesure empirique, donc mnx, qui est 1 sur n, somme des delta xi, eh bien, on voit que modulo un certain nombre d'estimations dont j'ai parlé l'an dernier, eh bien, on peut dire que UN agit sur, au lieu de x1, xn, agit sur ces mesures empiriques, qui sont des mesures de proba. Et donc, quand n tend vers l'infini, un point de vue, ce sont des choses que j'ai développées beaucoup à cause des MFG, un point de vue intrinsèque, c'est de dire, au fond, ce que l'on a, ce sont des fonctions sur les mesures de proba. Donc, dans toute cette histoire, on va travailler dans ce qu'on appelle P2. Je mentionnerai P1 dans un instant aussi. Donc, c'est l'ensemble des mesures de probabilité. Là, on est dans R. On est en dimension 1, hein, tel que l'intégrale de mx2 soit finie. Et c'est un espace métrique complet, muni de la distance de Wasserstein, W2, dont je n'ai pas besoin de rappeler la définition, parce que, disons simplement que c'est une condition qui maîtrise, c'est une distance qui maîtrise P2 et qui en fait donc un espace complet. Alors, je me servirai aussi de W1. Et donc, P1, vous comprenez que c'est la même chose, à part que c'est le premier moment, et que, à nouveau, c'est un espace métrique complet muni de la distance de Wasserstein 1, qui se trouve être, qui avait été introduit par Monge et Kantorowicz. Essentiellement par Kantorowicz sur le problème de Monge. Donc c'est pour ça que les puristes trouvent qu'on devrait toujours appeler les distances de Wasserstein et les distances de Monge-Kantorowicz à la limite de Wasserstein. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein, ça ne va pas nuire beaucoup à la réputation ni de Monge ni de Kantorowicz. Alors évidemment, en France, on connaît plus Monge parce qu'on a lu Balzac. Quel rapport? De quoi il nous parle? Oui, donc c'est une anecdote, célèbre. Gaspard, de son petit nom, bon,
Je m'arrête là, j'ai déjà raconté 36 fois. Donc, Monge... hein? On la connaît pas tous. Oui, mais je m'essouffle rapidement. Bon, je vous raconterai ça une autre fois, rassurez-vous. De toute façon, Balzac avait la dent dure avec les scientifiques de manière générale. C'était pas sa tasse de thé, les ingénieurs, les scientifiques, etc. Donc Gaspard Monge, c'est l'homme qui, en particulier, et là j'ai l'expert, c'est quoi? C'est le traité des remblais et des déblais, c'est quoi? C'est dans cet ordre-là? Tu sais plus. Bah, si toi tu sais plus, là où va-t-on? Donc, grosso modo, hein, c'est comme les enfants au bac de sable. Hein, il faut aller transporter. Tu es convaincu maintenant? Plus fort, j'entends pas. Remblai et déblai, hein, c'est bien ça. Et grosso modo, c'est ce qui a donné lieu à la théorie moderne du transport optimal, dans laquelle Yann Brenier s'est particulièrement illustré. Regardez le sourire, c'est mignon. Donc, et Kantorowicz est un personnage d'une nature très différente parce qu'il est mathématicien et économiste. Et en fait, il est célèbre pour tout un tas d'études sur la productivité en Russie. Bon, on peut, effectivement, je crois qu'il y avait de quoi travailler. Et il s'est intéressé pour... je pense qu'il avait derrière en tête des aspects logistiques et des aspects... et il s'est intéressé donc aussi au problème de transport optimal. Alors, des mathématiciens, il est connu pour ça, la distance de Monge-Kantorowicz, parce qu'il introduit, et puis le point de vue dualité sur le programme dual du problème de transport optimal. Mais fondamentalement, c'est un économiste, hein, un économiste très mathématicien, très bien formé. Oui, il a eu le prix Nobel d'économie, comme certains de mes collègues, comme vous l'avez vu. Peut-être vous aussi un jour. Que Dieu m'épargne cette vicissitude. Bon, je suis évidemment très heureux pour mon copain Philippe. C'est un grand bonheur. Alors, donc, en ce qui concerne, revenons à nos moutons. Ça m'a permis de souffler un peu, hein, de reposer ma jambe. Ma cheville, pour être plus précis. Revenons à nos moutons. Donc, on peut se douter que, avec un dictionnaire permettant de passer d'équations comme ceci à des équations sur l'espace des mesures, puisqu'à la fin, on n'a plus que des équations sur l'espace des mesures, eh bien, on a une équation. Je ne vais pas refaire tout le cours, donc je veux juste arriver à au moins formuler précisément. Bon, le d sur dt, ça, on ne se fait pas trop de soucis. Ça, on peut se douter que comme il y a 1 sur n devant, ça va disparaître. Bon. Asymptotiquement. Ça ne veut pas dire que ça ne joue aucun rôle, puisque déjà, si bêta est plus grand que 2, ça ne marche pas. Donc, mais asymptotiquement, ça disparaît. Le moins hn gradient un, qu'est-ce que c'est au niveau des points? C'est un champ de vecteurs, donc on transporte par une équation différentielle ordinaire gouvernée par hn, on transporte les points. Sur l'espace des mesures, c'est la même chose. On va avoir un moins du sur dm, qui est peut-être d'ailleurs un plus, parce que avec un divergence, oui, normalement c'est un plus, un divergence de HM. Parce que ça, c'est le transport correspondant au transport des particules dans l'espace des probabilités, sachant que
Si on est passé de x1, xn à m, ben, évidemment, le hm, ben, c'est... Il n'y a pas de valeur absolue. Donc c'est l'intégrale en y de ce bazar-là, qui n'est pas une intégrale sympa, hein, parce que la singularité n'est pas localement intégrable. En fait, c'est à des 2π et des i près, c'est la transformée de Hilbert, hein, donc d'où le h. Hein. C'est la transformée de Hilbert, et ça, c'est vraiment m convolé avec la valeur principale de 1 sur x, si on veut définir précisément les choses. Si vous voulez vraiment penser en termes d'intégrale, c'est la limite quand epsilon tend vers 0, par valeur positive, d'une intégrale qui, elle, est bien définie, dans lequel j'exclus la singularité. Bon, il faut tout le truc de la valeur... Tous les trucs de la valeur principale, c'est d'être sûr que cette limite existe, mais sont des exos de distribution sans difficulté. Donc ça, c'est l'équation que l'on obtient. Et puis, le terme quadratique, c'est un terme dans lequel je ne veux pas trop insister, du sur dm carré. Et donc ça, c'est égal à 0. Avec un u en t égale à 0, qui est un u0 de m. Alors, c'est quoi le défi sur dm au carré? Ce n'est pas une norme. Hein. On est en train de prendre la dérivée partielle d'une fonction définie sur P2, à valeur dans R. Ben, P2, c'est un bazar qui a une structure qui n'est pas vraiment une structure de variété C1, de par la variabilité. Enfin bon, il y a tout un tas de problèmes sur la vision analytique et géométrique de P2. Ça rentre mal dans les cases de la géométrie différentielle. Après, on peut toujours faire tout rentrer dans tout. Mais la question est de savoir si on y gagne vraiment quelque chose ou pas. Alors, donc, si on veut une formule, vous pensez u est une fonction de x, de m et de t, vous regardez la dérivée partielle par rapport à m, pensez limite de taux de variation, vous prenez sa dérivée hein, du sur dm. Du sur dm comme dérivée partielle, c'est une fonction de x et de t. Et donc là, je vais mettre pour bien séparer, je vais mettre un d sur dx. Il y a une dépendance en t, donc je ne devrais pas faire ça. Mais c'est pour bien insister que du sur dm, c'est un opérateur qui a un noyau, entre guillemets. Ce noyau, c'est une fonction de x et de t, ou à une représentation par une fonction de x et de t. Je prends sa dérivée au carré et j'intègre par rapport à la mesure m. Alors, vous comprenez qu'évidemment, c'est plus simple d'écrire du sur dm au carré. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Ça a à peu près la même complexité que ceci. Et en fait, ce que l'on appelle la version hilbertienne l'approche hilbertienne de ce genre d'opération, bah c'est exactement le gradient au carré dans l'espace de Hilbert. Donc, c'est un peu plus lourd à écrire, parce qu'on travaille sur l'espace des mesures de proba, que différencier, c'est pénible, etc., etc. Bon, donc, comme tout, hein, vous vous souvenez, je l'ai souvent cité, là, mon héros von Neumann, qui a fait tout plein de mots d'esprit et de citations, disait « On ne comprend jamais les maths, on s'y habitue ». Et là, c'est exactement la même chose.
Est-ce que je comprends vraiment ce que j'écris? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je m'y suis habitué. Bon. Bien. Alors, les grandes déviations régulières, ça correspond à un U0 qui serait borné uniformément continu. J'ouvre une parenthèse et je n'écris pas ce que je mets à l'intérieur. Tout de suite. Les grandes déviations, donc les R comme régulières. Solution fondamentale, SF, c'est une condition initiale plus méchante qui nous dit que c'est la fonction indicatrice au sens de l'analyse convexe. Donc cette fonction, c'est quoi? C'est 1 m bar de m. C'est la fonction qui vaut 0 si m est égal à m bar, et plus infini sinon. Alors, le fait que j'ai une masse de Dirac sur phi, qui au passage ne m'informe pas du tout sur ce que fait un en t égale à 0. Parce que un en t égale à 0, le log d'une masse de Dirac, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc dès qu'on manipule les grandes déviations pour la solution fondamentale par Paul Hopf, il faut toujours garder en tête que le comportement t égale à 0, il vient de phi. On ne peut pas réellement, à cause du petit Laplacien, on ne peut pas réellement, en tout cas sans travailler, définir ce qui se passe en t égale à 0. Alors évidemment, si vous pensez le log d'une masse de Dirac ou moins log d'une masse de Dirac, ben en dehors du point, ben c'est la masse de Dirac, ça vaut 0, log de 0, ça fait moins l'infini, donc on a bien le plus infini. Le 0 est un peu moins évident, hein, parce qu'on est en train de parler de moins log de plus infini. Bon, là, toutes les valeurs paraissent arbitraires. Bon. Je n'en dis pas plus. De toute façon, il faut faire attention aux constantes là-dedans. Vous voyez que le bêta disparaît, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange, hein, c'est que cette équation-là, elle cesse d'être bien posée pour bêta plus grand que 2, et la limite est indépendante de bêta. D'accord ? Donc, on doit et on peut se dire que le problème limite, ben, il devrait être un peu plus simple, entre guillemets, que les grandes déviations que les grandes déviations. Quoi qu'il en soit, si l'objectif c'est de démontrer que UN tend vers U, en quel sens? Eh bien là il est clair que on a intérêt à comprendre ce que U fait, c'est-à-dire le problème limite. Donc, je parlerai de la limite quand n tend vers l'infini ensuite. Et donc on va regarder maintenant des équations comme ça. C'est vraiment une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. C'est une équation du premier ordre, du premier ordre en dérivé en m, avec un terme singulier. Donc au fond, ça ressemble un peu à ça. Hein. Oubliez le bêta qui est ici. Vous avez une équation de Hamilton-Jacobi. Oubliez les n qui flottent un peu partout. Et puis ici, vous avez un terme de drift singulier. Donc c'est un peu l'analogue. Bien. Alors, les résultats. Sur le problème limite. Si U0 est dans BUC de P2 intersecté avec BUC de P1. Bon. On peut faire un peu plus fin que ça. J'en parlerai dans le séminaire.
La démonstration que j'ai faite l'an dernier marche impeccable et on a existence et unicité. Deux solutions correctement définies des équations, je ne rentre pas là-dedans. Ça, c'était le cours de l'an dernier. Alors, d'où vient cette condition que j'avais généreusement, pour moi, omis l'an dernier? Cette condition vient du fait qu'on n'est pas en train de travailler sur un ouvert borné et que donc les mesures bornées, ou même les mesures qui ont un second moment borné, elles sont compactes localement. Mais il n'y a aucune raison que le second moment, si vous prenez une suite bornée dans P2, suite bornée de P2, c'est une suite de mesures de probabilité dont le deuxième moment est uniforme borné. Il n'y a aucune raison que si vous prenez une suite, c'est facile de construire des exemples en mettant des petites bosses à l'infini, des petites bosses qui tendent vers 0 en masse, mais dont amplifiées par x2 donnent une vraie contribution, eh bien, a priori, cet espace n'est pas localement compact, P2. Okay. Donc, si on travaille sur l'espace tout entier, si on travaille sur le tore, il y a zéro problème. C'est un espace localement compact. Donc, on est un espace de dimension infinie qui n'est pas localement compact. Alors, et donc, le problème, c'est de dire, quand on prend des solutions de viscosité, c'est un problème d'optimisation. C'est-à-dire, si j'ai une fonction continue et que je veux la maximiser, disons assez facilement, on est sur une boule de P2, c'est-à-dire sur un ensemble de mesures de probabilité dont le moment est majoré, eh bien, même si on a une fonction continue, il n'y a aucune raison, puisqu'il n'y a pas de compacité locale, il n'y a pas de compacité des boules, il n'y a aucune raison qu'il y ait un point de maximum. En revanche, si on a la possibilité de regarder le problème de maximisation dans P1 en étant sur une boule de P2, là tout va bien. Parce que j'ai des suites minimisantes, par exemple, si j'essaie de minimiser, qui sont bornées, qui ont un second moment borné, et là, j'ai la compacité locale des mesures de proba, et le premier moment, il est automatiquement compact, parce que j'ai un deuxième moment. Et donc, si je rajoute le P1, ça me donne le droit de dire qu'il y a un point de maximisation, et on fait la démonstration l'an dernier. Donc, le P1 là-dedans, c'est uniquement pour créer des points de minima ou de maxima dans la définition des solutions pour les solutions de viscosité. Alors, donc, il existe une unique solution. L'affaire est réglée. Pourtant, si on travaille un peu plus, deuxième point, si je dis simplement buc de P2, le résultat est toujours vrai. Alors, pour cela, il faut créer des points de max et de min. C'est ce dont je vais parler dans le séminaire, qui consiste à... Charles B. Et moi pour créer l'analogue sur P2 du lemme de Stegall, c'est-à-dire d'approximation rapprochée, d'optimisation rapprochée, pardon. OK. Donc ça sera réglé, existence et unicité, après le séminaire. Et ça, c'est une version forte, on peut faire moins fort que ça, c'est une version forte de ce que j'ai réellement fait l'an dernier, à part qu'il aurait fallu rajouter ça. Alors, ce n'est pas très gênant sur les grandes déviations a priori, puisque molle, puisqu'on a une certaine latitude sur la topologie que l'on choisit pour Vn0. Alors, le troisième point, c'est le problème de cible, pour SF. Donc, SF admet une unique solution. Qui est dans buc de P2, en tout cas pour T positif. Et 4, c'est l'interprétation
et ça je ne vais pas le réécrire, de contrôle optimal. Donc on peut écrire des problèmes de contrôle optimal, je ne vais pas le faire, je ne vais pas refaire tout le cours de l'an dernier en un cours. Donc on peut écrire des problèmes de contrôle optimal pour toutes ces questions-là, et la fonction valeur du problème de contrôle optimal est bien la solution que l'on vient d'établir. Donc là, j'ai précisé un point sur le cours de l'an dernier, et là, j'annonce qu'il va falloir un truc d'intérêt indépendant, qui est de l'optimisation approchée sur l'espace de proba. OK, on passe à n tend vers l'infini. Donc, A. Au début, les appariteurs que je remercie me mettaient un verre d'eau. Et puis ils ont bien compris qu'il m'en fallait au moins un, deux, quand ils voient en plus, et qu'il m'en fallait au moins deux. Et en plus, j'ai ma bouteille qui fait 75 centilitres en réserve. Déjà, il fait chaud, mais je pense que surtout, si j'ai chaud, c'est parce que j'ai la douleur permanente chauffe. Alors, n tend vers l'infini. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire n tend vers l'infini ? Je vais simplifier pour aller à l'essentiel. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de dire j'ai une équation dans Rn, un point x, je le remplace par la mesure empirique de ses coordonnées, mnx. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que mnx tend dans M vers M dans P2, ou dans P2 inter P1, ou dans P1 en étant borné dans P2. Donc là, je jette un voile pudique sur, ça dépend de la topologie qu'on choisit, mais sur le principe, c'est de dire, je voudrais que un de x, qui est vraiment un xn, je vais mettre des partout, ce qu'on voudrait, c'est que un de xn converge vers u de m. Je ne mets pas le t, mais évidemment, c'est au même petit t. OK. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus ? Non. Alors, commençons par le cas régulier. Ce que j'ai indiqué l'an dernier, alors il y a tout un traitement que derrière les solutions de viscosité qui sont ici, ou même d'ailleurs derrière une maîtrise de ces équations, il y a tout un traitement d'utilisation de l'entropie. Je mets ça sous le tapis. Ça a été développé en détail l'an dernier, donc on va oublier ce point. En tout cas, on a des estimés de Lipschitz. Qui sont du style n gradient un carré est majoré partout par le maximum pour x dans sigma de n gradient un0 de x carré. Et j'ai oublié le carré ici. Bon, alors, vous ne faites pas de souci avec le n, c'est le bon scaling, entre guillemets, pardonnez-moi cet anglicisme, c'est la bonne échelle à laquelle on doit regarder ces bornes. Pourquoi y a-t-il des échelles comme ceci ? Je n'insiste pas, mais vous voyez que lorsque vous dites
qu'on a une fonction un qui dépend des 1 sur n, somme de delta xi, ben, quand vous avez envie de dériver par rapport à xi, il y a 1 sur n qui sort. Bon. Alors comme il y a une masse de Dirac, c'est un peu compliqué, mais il y a 1 sur n devant. Alors, et on a aussi une autre... ouais, je ne vais pas parler de l'autre. On a des estimés de Lipschitz, on a le mécanisme des solutions de viscosité, qui va nous assurer que si UN0 est, disons, dans BUC de P1 inter P2, j'expliquerai dans un instant ce que ça veut dire, puisque UN0 est une fonction sur Rn, mais c'est UN0 vu comme une fonction sur les mesures empiriques. Donc là, je mets ou variante. Je ne précisais pas, d'après le contexte, on comprendra bien de quoi il s'agit. Sur le type de convergence. Et donc, je dirais que UN converge vers U, comme ceci, de façon à simplifier les notations. Alors, solution de viscosité, qu'étais-je en train de dire? Donc, si UN0 est le plus simple, c'est encore d'écrire où oméga est un module de continuité indépendant de n. Donc quelque chose qui tend vers 0 en 0. Et là, ce que je vais demander, x moins y, la norme 2, c'est la norme euclidienne, hein, et puis un racine de n devant. Et que oméga donc, je réfléchissais à la norme 1. Et là, je crois que devant, il faut que je mette un n. Oui, c'est quoi? Je ne sais plus. Oui, si, c'est un n. Ce qui va précisément assurer que alors UN converge vers U. Et c'est fondamentalement la démonstration que j'ai faite l'an dernier. Alors, on peut être un peu plus économe là-dessus, mais grosso modo, ça correspond à cet aspect-là. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un module de continuité pour la norme 2 qui me donne la distance de Wasserstein 2, et j'ai un module de continuité pour la norme 1 qui me donne la distance de Wasserstein 1, et donc je suis assez naturellement dans ce cas-là. OK. Ce qui pose la question de qu'est-ce qui se passe si je ne mélange pas P1, P2. Sur le problème limite, on s'en tire avec le lemme de Stegall pour faire la démonstration de l'unicité. Est-ce que je peux passer à la limite quand n tend vers l'infini? Alors, parce qu'on a une interprétation de contrôle optimal. Donc, je suis, maintenant, rappelez-vous, je suis dans la position où j'ai une suite de configuration xn, et je dis que mn xn
converge dans P2 vers M. Je ne me sers plus que de P2. Avant, il y avait, grosso modo, se servir des deux à la fois. Donc là, je suis en train de heurter de plein pot le manque de compacité locale. Quand je travaille avec P2 et P1, je récupère la compacité locale. C'est-à-dire que c'est ce que je dirais tout à l'heure, les boules de P2 sont compactes pour la topologie P1. Donc je récupère la compacité locale. Alors, si je regarde maintenant l'interprétation de contrôle optimal que je n'ai pas détaillée, il n'est pas très difficile de démontrer que la lim sup de UN de xn est inférieure à U de M. Évidemment, toujours au même temps. Ça, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que U de M et de T, je peux avoir un contrôle approché minimisant, ou même un vrai contrôle minimisant. Ce contrôle minimisant, je le discrétise. Et je vais avoir quelque chose qui sera proche en fonction valeur, donc pour un contrôle particulier. Donc ça, c'est grosso modo, il y a tout un tas de... C'est de la discrétisation d'une trajectoire optimale. Bon, j'avais déjà raconté des trucs comme ça. C'est pas très compliqué. En revanche, la lim-inf est très compliquée. Pourquoi? Ça va pour les anciens, ça rappelle les gamma limites. Hein. Mais pour la lim-inf en général, qu'est-ce qui est dans toutes les histoires de gamma limites? On se sert d'une topologie dans laquelle on a la compacité. Parce qu'on dit, je prends une suite de minima ou de epsilon minima pour UN, elles convergent vers quelque chose, c'est de la compacité, et donc j'ai que la lim-inf qui est au-dessus, ce quelque chose, il est au-dessus du U de M, et donc la lim-inf est en dessous du U. Et donc la lim-inf est le cas compliqué lorsqu'on n'a pas la compacité locale. Alors, une manière de s'en tirer, ne faisons pas attention, je ne peux pas fouiller. Une manière de s'en tirer, c'est de rajouter une hypothèse. C'est de rajouter une hypothèse parce que lorsque je prends la fonction coût, eh bien, j'ai tout un tas de termes qui ne posent pas de problème pour faire des passages à limite faibles, hein, des lim-inf. La lim-inf, quand on a des fonctions convexes, ça se passe bien. Mais le vrai problème, c'est le problème lié à la condition initiale. Parce que dans le coup, j'ai un U0 de MT ou un truc comme ça. Et ce U0, qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai pas de convergence dans P2, pas de compacité locale. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux m'en tirer en disant si le U0 est faiblement continu, je m'en tire. Donc ça, c'est OK. Si lim-inf de U0n de Mn est supérieur à U0 de M, si Mn, dès que Mn est borné dans P2, et converge dans P1. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est en train de dire que par rapport à ce que l'on a fait, par rapport à ce que je racontais ici, où on se servait de P1 et de P2, en fait, je n'ai besoin qu'un tout petit peu de P1 sur la lim-inf, pour être un peu plus économe. Et on démontre le résultat, pas par des EDP, mais par les formules de contrôle optimal. Je ne sais pas démontrer ce résultat, nous ne savons pas démontrer ce résultat,
par des techniques purement de dp. Parce que là, on est en train de contourner le manque de compacité locale. Et il y a pire que ça, c'est que cette hypothèse, donc ça, on est arrivé par itération successive, cette hypothèse, en fait, n'est pas utile. Mais auparavant, je vais quand même garder cette hypothèse pour une chose qui est pour le problème qui est ici, hein, le problème de cible sur le problème limite, et ceci. Alors, sur le problème de cible que j'avais analysé l'an dernier, donc là on était c'est n tend vers l'infini SF. Donc ça, je le mets provisoirement de côté. Alors, cette condition est limite, si on veut penser à une pénalisation, une régularisation de ce problème, on peut penser à dire, je mets un U epsilon, qui est 1 sur 2 epsilon, la distance de Wasserstein au carré de M à M bar. Voilà ma condition initiale. En d'autres termes, si je suis en M bar, ça vaut bien 0. Et si M est différent de M bar, la distance est strictement positive, et quand epsilon tend vers 0, ça explose. Donc c'est de la pénalisation. Mais ça régularise, parce que du coup, j'ai une fonction qui n'est pas infinie. Au passage, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour démontrer le théorème de cible ici, mais il faut pouvoir gérer des conditions initiales qui ne sont pas Buck, qui sont typiquement quadratiques. Hein? Un quadratique, parce que c'est la distance au carré, c'est penser l'intégrale de mx2, c'est quadratique. Donc ce que cela veut dire, c'est que tous les résultats dont je vous ai parlé, systématiquement, dès qu'on a affaire aux distances de Wasserstein, eh bien, il y a ce que je vous ai raconté là, lors du premier cours, il y a le lemme d'Alvarez qui joue, parce qu'on a fondamentalement des solutions quadratiques. Alors, c'est vrai au niveau du problème limite, ça sera vrai sur tous les passages à la limite. Sur les solutions quadratiques, rappelez-vous, on a vu aussi dans le deuxième cours qu'on sait avoir des estimées a priori indépendantes de bêta. Pour T positif, un effet régularisant. Donc ça, tout ça, on l'a déjà vu. C'est des variantes, des adaptations, ce qu'on a déjà vu. Je ne vais pas le reprendre. Donc on est relativement armé. On a des estimations a priori, donc de l'uniforme continuité dans P2. On a des problèmes limites et des problèmes à infini qui sont gérés par des solutions quadratiques. Alors, pour comprendre le comportement près de l'origine, comme je vous l'ai dit, hein, les UN, ils n'ont pas vraiment de conditions initiales à cause du log de la Maso-Dirac. Donc il faut arriver à obtenir il faut arriver à maîtriser le comportement quand t tend vers 0. En d'autres termes, il faut construire des barrières en t égale à 0. Alors, j'ai fait donc l'an dernier, OK, pour ce qui est fondamentalement une sous-solution. Donc ça, je l'ai fait l'an dernier. Et puis, j'ai construit des sursolutions l'an dernier.
mais qui ne marche que si Y est assez régulier. Alors là, il faut que je vous dise quelque chose, que je revienne en arrière quand je dis que sur le problème limite, ce problème cible a une unique solution. Il y a quand même une hypothèse sur la cible, et en fait, le problème est bien posé si et seulement si l'entropie de M bar est finie. Alors, quand on dit entropie, il faut faire attention. Donc, les gens au niveau des grandes déviations parlent d'entropie libre. L'entropie, traditionnellement, lorsqu'on est sur l'espace des mesures de proba, c'est plus ou moins l'intégrale de m log m. Donc, ce n'est pas celle-là, l'entropie. J'insiste là-dessus. Et je vais tout garder au tableau, mais là, je vais avoir du mal. Ça, je vais le faire ici. L'entropie, c'est moins 1,5 de l'intégrale de log valeur absolue de x moins y, m de x, m de y. Bon, je vous avais expliqué comment ceci, c'était en fait, lorsqu'on était dans P2 l'an dernier, c'était équivalent à la norme h moins 1,5, mais bon, peu importe. Et l'équivalent de l'entropie au niveau discret, c'est évidemment moins 1 sur 2 n2, somme de i différente j, du log valeur absolue de xi moins xj. Voilà, donc en fait, l'analyse du problème cible, il faut un peu expliquer quelle est la difficulté. Le problème cible, ça correspond à un problème de contrôle optimal dans lequel on va déformer, contrôler une densité de proba, en la soumettant à un champ de vecteurs qui est le terme de Dyson, et à un contrôle. Donc, grosso modo, vous prenez une équation de Dyson et vous la contrôlez. OK. Alors, le point, c'est que l'équation de Dyson, elle a tendance à régulariser. Et le contrôle optimal, évidemment, pourrait compenser la régularisation, mais il ne le fait que partiellement. Parce que le contrôle optimal, il est grosso modo, enfin dans la bonne métrique associée à M, à l'endroit où on se trouve, il est dans L2, et ça ne suffit pas à tuer tous les effets régularisants. Et en fait, le seul effet régularisant qui n'est pas tué, c'est l'entropie. Quand vous prenez l'équation de Dyson, vous partez de n'importe quoi, l'entropie est finie instantanément. Et le fait d'avoir un contrôle optimal ne suffit pas, mais qui est borné dans L2, ne suffit pas à détruire cet effet régularisant. Et donc, ça veut dire que dans les dynamiques du problème de contrôle optimal qui sont derrière, eh bien, en temps positif, vous êtes automatiquement d'entropie finie. Donc, la cible, elle doit être d'entropie finie. C'est de dire, si vous savez mesurer, c'est un problème de contrôlabilité, si vous savez mesurer avec précision la régularité qui est générée par l'équation contrôlée, la cible, elle doit avoir exactement cette régularité, ni plus ni moins. Alors en général, on ne sait pas. Ça peut être assez compliqué de connaître exactement les points atteignables. Alors c'est plus facile en contrôlabilité quand on démontre que c'est contrôlable, donc on peut attendre tout, ou contrôlable, epsilon contrôlable, ça veut dire que c'est dense. Mais d'identifier exactement le sous-espace dans lequel la contrôlabilité a lieu, c'est pas simple. Il se trouve que pour ce problème-là, probablement pour un autre problème un peu du même type, on y arrive.
Un coup de bol, hein. Enfin, c'est aussi lié au fait que c'est une équation qu'on comprend assez bien, qui est l'équation de la chaleur libre. Hein. Donc, s'il y a un analogue, c'est plutôt des équations de la chaleur, mais les équations de la chaleur régularisent plus que cette équation de la chaleur libre. Bon. Je n'insiste pas parce que j'entends que pour la majorité d'entre vous, tout ce que je viens de dire est absolument inintelligible. Et donc, on revient sur l'essentiel du cours. Alors, donc, ce qu'il a fallu faire, et l'an dernier, ça, je l'avais fait, si Y est assez régulier, donc c'est plus que de l'entropie. Ce qu'on est prêt à dire, c'est que En de Y est inférieur et majoré par C. Ça, on est prêt à le dire. On est même prêt à dire que En de Y converge vers l'entropie de M bar. Ça, c'est naturel. En revanche, là, ce dont on a besoin, c'est de dire que dNY est aussi majoré uniformément. Alors, je vais l'écrire et l'effacer. dNY, c'est le terme suivant dans la régularisation. Hein, vous savez, la chaîne des termes de régularisation, quand vous prenez les équations de la chaleur, donc vous avez l'entropie, le terme suivant, c'est l'entropie de Fischer, c'est l'intégrale de gradient M carré sur M. Et là, vous avez exactement la même chose. Alors, au niveau discret, dN, c'est 1 sur N. 1 sur N cube, non, 1 sur, je ne sais plus. Oui, c'est 1 sur N cube. De somme de 1 sur xi moins xj carré. Oui. Et ça, quand n tend vers l'infini, ça c'est le cours de l'an dernier, c'est l'intégrale de m hm carré. Et il y a le fameux lemme d'analyse harmonique qui nous dit que ça, c'est l'intégrale de m cube. Donc, dire que dn de y est majoré, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Que dn de y est majoré, c'est implicitement dire que la cible qui est là n'est pas que d'entropie finie, elle est dans L cube. Bon. Alors, je ne sais plus. Et là, on n'est pas très content parce que c'est différent, mais ce n'est pas mieux que ce qu'avait fait Alice, puisque. Alors, il y a eu différentes versions, mais une version, c'est qu'il y avait un grand nombre de moments, je ne sais plus, 5, je veux dire, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Il y a une version où M était borné à support compact. Bon, alors tout ça, on est mieux dans L cube. Et puis il y a une version où il y a toujours plein de moments, mais il y a moins de régularité sur M. Mais indépendamment, ce n'est pas une histoire de compétition, il faut comprendre. Donc, et comprendre, la seule hypothèse qui doit marcher, c'est l'entropie finie. Alors, donc là, je suis en train de parler, comme il est difficile de distinguer sur et sous. OK sur solution, c'est l'an dernier. En fait, on a une sursolution. On a une sursolution sous l'hypothèse si En de Y est inférieur à C. Alors, je ne vais pas faire tous les calculs, la force me manque. Donc ça, c'est nouveau. Et je vais juste indiquer le principe de la démonstration. Mais auparavant, je voudrais conclure avec le tableau des résultats. Ouais. Je voudrais conclure avec le tableau des résultats en disant que, OK, donc on contrôle le comportement près de 0.
On s'est ramené à des choses grâce aux sur- et sous-solutions qui sont essentiellement quadratiques. On s'est ramené à des solutions quadratiques. Sur les solutions quadratiques, on a les résultats qui sont ici. On regarde. P2 inter P1, ben, on n'y a pas droit, parce que quand je dis solution quadratique, là je vais pouvoir maintenant effacer ceci, ben, ça veut dire que on a des trucs qui ressemblent à lambda W2 carré de M, et je ne vais pas utiliser M bar, vous le comprendrez un instant, M prime, sur 2T. Donc on se ramène à des fonctions comme cela dans la manipulation. Donc c'est des nouvelles conditions initiales. Je vous avais expliqué comment on fait en regardant, en décalant en temps un tout petit peu. Si on a une sur- et sous-solution en petit h, eh bien on va gérer les solutions pour t supérieur à égal à h de l'équation correspondant à ces solutions. Donc ça, c'est typiquement t est un t0 petit, et c'est mes nouvelles conditions initiales. Bon. Donc je regarde ça, et je me dis, bah, Buc de P1, ça ne l'est pas. La distance de Wasserstein, elle n'est pas continue pour la distance 1. La distance de Wasserstein 2 n'est pas continue pour la distance 1. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est SCI pour la distance 1. C'est toujours pareil. Hein. Derrière, il y a la programmation convexe. Donc, le caractère SCI n'est pas gênant. Ouf! Parce que dans ce que l'on a dit, il y a cette interprétation, il y a le cas SCI. Donc, SCI. Et puis la sous-solution, j'ai oublié de vous dire que la démonstration faite l'an dernier, je crois que je l'avais dit, ne marche que pour bêta égale à 2. Bêta strictement plus petit que 2. Sur solution, ça marche pour tous les bêtas. Donc, c'est SCI pour P2, hein, SCI pour P1. Donc, on rentre cette autre idée. Et puis, ce que l'on rentre, c'est les estimations pour des équations paraboliques avec des Hamiltoniens quadratiques. C'est ce que j'ai fait lors du deuxième cours. En disant que la solution bêta, de la continuité de la solution en bêta. Alors, ces estimations d'erreur à solution continuent par rapport à bêta. Donc, si on sait faire bêta plus petit que 2, on sait faire bêta égal à 2. D'ailleurs, l'an dernier, je m'étais déjà servi de cet argument dans le cas régulier pour me ramener à une situation où je peux me servir de l'entropie, j'ai un peu de marge. Sinon, à bêta égale à 2, j'ai aucune marge. Donc, moralité. Et je vais conclure sur ce retour sur le cours de l'an dernier. Moralité, voici... fondamentalement, tout ce que je vous ai dit l'an dernier est correct. Mais il faut rajouter tout plein d'arguments techniques oubliés l'an dernier. Parce qu'on s'attend tellement... Fondamentalement, cette histoire de passer, c'est une évidence que P2 n'est pas localement compact, mais on a tellement l'habitude de dire, que bon, on travaille sur un ouvert borné, c'est pareil dans Rn. Oui, ben on ne vérifie pas et puis on n'y réfléchit pas et puis c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est parce que c'est pas une équation dans Rn, c'est une équation dans dimension infinie. Mais, quitte à introduire quelques idées supplémentaires, cela marche pareil. Alors,
vous me direz, ça c'est l'aspect SCI. Donc, ce qui laisse une question, et puis je vous ai promis la sursolution. Ben, la sursolution, je vais en parler tout de suite. La sursolution, ce qui est très très tentant, c'est de dire je prends un x moins y carré sur nt, éventuellement je colle un coefficient là, j'essaie de le corriger, le lambda peut dépendre du temps, donc on fait ça à fond, et ça ne marche pour la sursolution que si la dissipation d'entropie, le dn, et l'intégrale de n cube est finie. Donc ça, c'est pas bon. Alors, en fait, ce qui marche, c'est de dire le y, il n'est pas assez précis, parce que fondamentalement, la raison pour laquelle tout ceci se passe bien, c'est que si je prends ce champ de vecteurs hn de x moins hn de y, donc ça, c'est vraiment le point important, eh bien, il est antimonotone. Donc, il est très singulier, mais au sens des opérateurs monotones, il est antimonotone, ou moins hn est monotone. Donc, on va vérifier ça. Et ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on fait tout. Que ce soit les solutions de viscosité, l'analyse du problème limite. Donc, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est OK, on a un drift singulier, mais ce drift, il a le bon signe au sens de l'écart des trajectoires. Parce que, du point de vue de trajectoire, c'est z point égale hn de z. Donc ça veut dire que les trajectoires se resserrent. Okay. Alors, attention, par rapport aux conditions initiales, c'est répulsif, donc les masses s'écartent, mais si je prends deux configurations différentes, elles ont tendance à se rapprocher. La première masse se rapproche de l'autre première masse, etc. Donc, alors, ça, c'est un calcul sans la moindre difficulté. J'ai déjà fait l'an dernier, mais je voulais vous rappeler parce que ça, c'est vraiment le point absolument crucial. Il y a d'autres problèmes de grande déviation pour des limites quand n tend vers l'infini, avec d'autres potentiels singuliers. Et en général, cette propriété n'est plus vraie. Et d'ailleurs, il n'existe rien dans la littérature. Donc il y a vraiment un problème méthodologique pour les grandes déviations. Essentiellement, les gens ont fait, alors pour des diffusions, les gens ont fait des drifts un peu singuliers, mais c'est beaucoup plus régulier que ce dont on a besoin pour Fokker-Planck. Donc il y a vraiment un trou méthodologique là. Alors on a du bol sur Dyson parce que le Hn a cette propriété d'antimonotonie. Bah, écoutez, on va vérifier ça. 1 sur n, somme sur i différent de j, de 1 sur xi moins xj, moins 1 sur yi moins yj, multiplié par xi moins yi. 1 sur n, somme de i différent de j, xi moins xj. J'ai déjà fait ce calcul l'an dernier, mais je vais quand même le refaire, que l'on voit bien. Et regardez ce qui se passe. En haut, on va avoir yi moins yj moins xi moins xj. Et ça, je vais l'écrire de manière différente. Je vais mettre un moins devant. Et donc, ça va faire xi moins yi moins xj moins yj. Toujours multiplié par xi moins y. J'ai simplement réduit au même dénominateur. Bon. Symétrie en I et J, c'est moins 1 sur 2n2.
évidemment, symétrie en IEJ, vous voyez que je vais donc changer les signes et je vais avoir ici moins XJ moins YJ. Parce que je change 3 fois les signes. Donc il y a un moins. C'est-à-dire que j'ai un carré en haut, positif, et en bas, j'ai le produit de termes qui ont le même signe. Parce que si I est plus petit que J, XI est plus petit que XJ, mais YI est aussi plus petit que YJ. Ça, c'est parce qu'au niveau des masses discrètes, on s'est mis dans un représentant où tous les transports optimaux sont simples. Donc, XI, si I est plus grand que J, XI est plus grand que XJ, YI est plus grand que XJ, si I est plus petit que J, XI est plus petit que XJ, et aussi YI. Donc, positif divisé par positif, ben, ça fait négatif. Alors, il y a un terme de dissipation, hein, là, il y a un terme, on gagne quelque chose, très difficile de se servir de ce terme-là. Quand je dis très difficile, je ne sais pas. C'est lui qui est à la base du M³ et du Dn, mais à un niveau plus infinitésimal, je ne suis pas à l'aise pour faire ça. Bon. Donc l'idée, et après je vais conclure, et probablement souffler un peu. Donc vous voyez, élémentaire. Mais cette propriété qui, a priori, si vous regardez ce terme bizarroïde, hein, 1 sur n somme des xi moins xj, c'est pas lumineux que ça soit, que moins ce terme-là soit un opérateur monotone. Ben, ça l'est. Alors attention, c'est pas monotone dans Rn tout entier. C'est monotone dans chacun des secteurs ordonnés des coordonnées, donc comme sigma. Parce qu'il y a des singularités. Donc, c'est comme si vous disiez dans R que vous avez une fonction qui est croissante sur les négatifs et qui est croissante sur les positifs, mais au milieu, elle explose. D'un côté vers moins l'infini ou vers plus l'infini et de l'autre côté vers moins l'infini. Donc, ce que vous avez, c'est comme le 1 sur x. Hein. Donc, mais si vous travaillez là, c'est une fonction croissante. Et travailler dans sigma, c'est travailler avec la monotonie. Et on peut s'y restreindre. Et grosso modo, hein, ça, j'ai tracé à quelques moins 1 sur x. Hein, et c'est exactement l'équivalent de ce que l'on a. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on sait faire quelque chose en maths, hein, sur ce problème-là. C'est la raison fondamentale. C'est d'ailleurs cette raison qui nous a fait analyser l'équation de Dyson, parce qu'il y a le principe du maximum, etc. Donc c'est vraiment la raison fondamentale. Et donc, quelque part, tout ce que j'ai fait l'an dernier et péniblement aujourd'hui, dans mon état second, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est du développement mathématique complexe sur une raison fondamentale, c'est que si on sait parler des grandes déviations pour un tel système, si on sait faire du contrôle optimal, si on sait gérer des équations, c'est parce que H a cette propriété. Alors le zéro là-dedans n'est pas crucial. On pourrait avoir un demi-monotone ou des trucs comme ça. Mais on a besoin de quelque chose comme ceci. Alors, il y a aussi la monotonie dans P2. Du point de vue hilbertien, ça pourrait être la même chose, mais c'est compliqué à formuler, parce que vous voyez que, grosso modo, entre la mesure empirique de x et la mesure empirique de y, le fait qu'on ait choisi les x1, xn, y1, yn, on est déjà dans le couplage optimal du point de vue des mesures empiriques, du point de vue du transport optimal. OK. Que dire de plus? Oui. Alors tout ceci est bien beau. Et donc l'idée qui fait marcher les choses
pour compléter la sursolution et donc le programme que j'avais tracé l'an dernier et qui marche pour tous les bêtas, c'est de dire je prends X et je ne retranche pas Y, mais je lui retranche le semi-groupe de Dyson de Y au carré sur 2T. Donc c'est un Y de T. Et ce que vous écrivez, c'est que YN point égale HN de Y. Alors celui-là, on le connaît bien, et on le maîtrise par rapport à N, hein, puisque ça, c'est vraiment les matrices aléatoires pures. Et d'ailleurs, il n'y a même plus d'aléa dedans, c'est une évolution déterministe. Et l'avantage, c'est que si Y est d'entropie finie, le SD de T, donc on est prêt à dire que E de Y fini, ça c'est bien. EN d'ailleurs. Ce sur quoi on n'a pas envie de dire, c'est que le dn de Y est fini. Et lorsqu'on fait ceci, bon, bah, il faut faire les calculs, on utilise le H, je ne vais pas faire les calculs, c'est les calculs que j'ai fait l'an dernier, mais il y a ce terme en plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le dn de Y de T, c'est un effet régularisant de Dyson, lui il est fini, et qu'on contrôle un peu ce qu'il fait en zéro. Donc il est majoré par C sur T, bien entendu, parce qu'en fait dn est décroissant par rapport à T, fonction décroissante du temps, mais il est intégrable parce que l'entropie est finie. Et donc, grosso modo, le calcul que j'avais fait l'an dernier, qui est supposé que D de Y était fini, ben, ça suffit. Voilà. Donc, c'est l'idée, je ne fais pas le détail, parce que là, il y a de quoi reconstruire. C'est un calcul. Est-ce que ça, c'est une sursolution de l'équation qui est ici? Qui fut ici, l'équation en N. Bien. Donc déjà, ça complète tout ce que j'avais dit l'an dernier, mais il y a quand même un point qui reste. C'est que quelque part, j'ai démontré, grâce au caractère SCI faible, ou d'ailleurs ici, lorsque je fais ceci, j'ai démontré qu'on s'en tirait si on avait le caractère SCI faible pour démontrer que UN tend vers U à cause de la LIMAF. Mais on a quelque chose qui est un problème limite qui est bien posé dans P2. Est-ce que oui ou non, UN converge vers U? Et fondamentalement, quand on dit UN converge vers U, c'est la convergence à peine ponctuelle. Hein. On est en train de regarder en M et on prend des approximations. Alors c'est un peu plus, c'est la convergence continue, mais on n'a pas localement compact. Donc ce n'est pas de la convergence uniforme. Oui. Convergence continue, c'est UN de xn converge vers U de x si xn converge vers x. Et c'est équivalent à la convergence uniforme si on est sur un compact. Et là, on ne l'a pas. Donc c'est la convergence continue, c'est un tout petit peu mieux ponctuel, mais ce n'est pas la convergence uniforme. Et puis, donc ça, je vais développer ceci dans pas très longtemps maintenant. Je vais développer ça dans pas très longtemps, mais pour conclure ce retour en arrière, je voudrais quand même donner la réponse. C'est que tout est vrai dans Buck de P2, hein, la LIMAF est vraie. Donc ça aussi, c'est très récent. On a tourné un peu dans tous les sens. Et puis avec Charles, on s'est convaincu qu'en fait, il n'y avait rien à faire, à partir d'un exemple.
En fait, la remarque, c'est que le problème de contrôle optimal, et donc là encore, on se sert du problème de contrôle optimal. Si on mettait un Hamiltonien, alors donc c'est bien parce qu'on fait du contrôle optimal, mais si on mettait un Hamiltonien non convexe, il y a plein d'endroits où ça casse les démonstrations. Hein. Donc attention, c'est vraiment intrinsèquement lié à des Hamiltoniens convexes, des Hamiltoniens et des problèmes de contrôle optimal. Donc on a typiquement un problème et dans lequel je ne vais pas... et on est en train d'évaluer un coût final dans lequel, typiquement, ça je peux l'écrire, on a dm sur dt plus divergence de m fois hm plus alpha. Donc alpha est le contrôle optimal. Au point où j'en suis, je peux tout l'écrire. Hein. Je vais écrire les choses comme ceci. Il y a un demi. Et donc on minimise par rapport à tous les alphas. Je l'écris de manière peu rigoureuse, mais que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. OK? Alors, celui-là, il n'est pas très gênant, parce que c'est comme la distance de Wasserstein, et en plus, il a de la convexité, pas en M et alpha, mais bon, en M et en alpha racine de M. Bon. Donc il y a de la convergence faible. C'est-à-dire au sens, le caractère SCI pour la convergence faible, sur ce bout-là. Et donc, la raison, c'est pour ça que je vous disais que, en fait, c'est le U0 qui compte pour la convergence faible. Les M, il n'y a pas trop de problème, on a pour passer à la limite au sens de distribution. Donc, l'équation d'état, elle est bien fichue pour n'importe quel type de convergence de M. Mais le U0, si je dis qu'il est simplement dans bucle de P2, il n'y a aucune raison que je l'ai de la compacité dans P2, toujours le manque de compacité locale, de la compacité dans P2 de la solution de ce problème contrôlé, de cet état. Même si j'ai des bornes comme ceci, je sais que ça c'est borné, je contrôle le deuxième moment, etc. Je n'ai pas de compacité en P2, donc je ne sais pas passer à la limite. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis égal à 0, c'est la fonction coût que l'on minimise. Ce que je prétends, ce que nous prétendons, c'est que ceci, on a le même problème la même valeur du problème de contrôle optimal si à la place de U0, je prends l'enveloppe SCI. Donc, enveloppe SCI. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle topologie? Et c'est ce dont je parlerai dans une petite demi-heure. Donc je vais donner une formule plutôt qu'un long discours. Attention, M est dans P2, et je dis que c'est la LIMAF de U0 de MK, je vais essayer d'éviter le vocable, où MK est borné dans P2, c'est-à-dire l'intégrale de MK de X2 est finie, est majorée par une constante, et MK converge vers M dans P1. Donc je reparlerai de ce type de convergence. C'est une sorte de convergence faible dans P2 et qui, pour les EDP, est très très utile. Élémentaire, hein? Donc c'est simplement mettre l'accent sur quelque chose que tous les gens qui ont un peu réfléchi sur P2 se sont dit. Et alors donc, je pense que ce sera plus clair, enfin je l'espère dans mon exposé, il se trouve que ces deux problèmes de contrôle optimal, que vous mettiez U0 ou U0 bar, sont les mêmes, parce qu'on peut très facilement passer de l'un à l'autre en termes de trajectoire.
Donc, bon, il y en a un qui est clairement en dessous de l'autre, hein, puisqu'on admet quelque part plus de trajectoires avec le U0 bar. U0 bar est en dessous de U0, mais en fait, il n'y a pas de difficulté pour passer de l'un à l'autre. Et par construction, le U0 bar en dessous, il a la propriété de SCI. Hein, je l'ai fait pour. Donc c'est celui-là maintenant que je prends comme condition initiale. Je suis en dessous, parce que le U0, il est en dessous, U0 bar, il est en dessous de U0. Donc le U bar N correspondant à ce U0, il est en dessous de UN. Et sur là, j'ai le caractère SCI. Et donc ça converge vers le problème vers le U bar de M et de T. Ça c'est U bar. Mais le U bar de M et de T, c'est le U de M et de T. Les deux infima coïncident. Alors pour vous convaincre de ça, on verra tout à l'heure, pour ceux qui restent sinon ça sera en ligne, dans le séminaire, un exemple de ceci où on voit bien pourquoi c'est la même chose. Donc, le manque de compacité locale, qui est quand même un des thèmes dont je parlais aujourd'hui. Et on peut le contourner soit en mélangeant les convergences P1 et P2, soit en travaillant un peu plus dur sur P2, donc d'où le lemme de Stegall, d'où un certain nombre d'estimations a priori, etc. Et de dire que parce qu'il s'agit de problèmes de contrôle optimal, si on comprend le côté faiblement SCI, un SCI pour ce genre de topologie, en fait on comprend ce qui se passe quand n tend vers l'infini pour Buck. Pour le problème limite, on s'en fout de cette régularisation. C'est uniquement pour le faire passage à la limite quand n tend vers l'infini. Et ça, je vais le développer parce qu'il y a des très jolis problèmes ouverts sur cette vieille question que dans n tend vers l'infini. On maîtrise bien pour les équations d'Hamilton-Jacobi, comme je vous le montrerai, mais quand on n'est pas dans un cadre de convexité, un cadre de jeu différentiel, est-ce qu'il pourrait y avoir des gags? Alors c'est toujours pareil, hein, si on met la topologie où on restaure de la compacité locale, hein, P2 mélangé avec P1, pas de souci. Mais si on travaille que dans P2, il y a un manque de compacité, il y a des bouts de masse qui peuvent partir à l'infini, des bouts de masse du second moment. Qu'est-ce que donc il y a des phénomènes de relaxation? Est-ce que c'est vrai ou pas que quand n tend vers l'infini, on a la convergence? Quoi qu'il en soit, là on s'en est tiré. Moi aussi, c'était pas gagné d'avance. J'ai hésité avec ma cheville en l'air, j'ai hésité à faire court. Donc c'était un peu dense et évidemment ça supposait non seulement d'avoir suivi le cours l'an dernier, mais de l'avoir maîtrisé. Bon, si on doit retenir quelque chose de ça, c'est d'abord la motivation, d'où ça vient. Donc j'ai expliqué les équations d'où ça vient. Après, il y a des aspects d'analyse sur l'espace de probabilité. Donc ça, c'est Stegall, c'est le lemme d'Alvarez dont j'ai parlé lors de mon premier cours, etc., etc. Donc il y a des choses dont je vais parler maintenant au séminaire. OK. Et puis, il y a évidemment, comme toujours, avec des équations d'arrêt partiel non linéaires, avec des termes singuliers, n qui tend à l'infini, vous imaginez bien qu'il va y avoir un peu de technique. Cette technique, je vous ai présenté quelques arguments, quelques points essentiels dans les deux premiers cours, et là, je voulais récapituler pour qu'on voit les petites modifications, les variantes. Hein. En fait, ce n'est pas les mêmes types de résultats de convergence, hein, suivant qu'on mélange la topologie et les topologies 1 et 2, ou qu'on travaille en oubliant la compacité locale. Ce n'est pas les mêmes résultats parce que quand on dit que UN tend vers U, ce n'est pas la même notion de convergence. Dans un cas, on dit Mn converge en P2, et dans l'autre, on a cette mixité. Donc ce n'est pas exactement la même information. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de lemmes de Varadhan, les deux sont vrais, et ça marche pour les grandes déviations dures. Alors quand je dis ça marche, c'est parce que le Hn
a cette propriété d'antimotonée. On s'en sert partout. Pour des estimations a priori, pour dire que le problème est bien posé, pour dire qu'on n'atteint pas le bord, pour dire que l'équation limite est bien posée, qu'il y a unicité. On se sert de cette antimonotonie absolument partout. Okay. Et c'est pour ça qu'on arrive. Si on avait un autre terme singulier là, qui n'est pas les mêmes propriétés, ben, on ne serait rien. On n'est pas les seuls, parce qu'il n'y a rien dans la littérature. À part peut-être des trucs mous sur le lemme de Varadhan, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est le comportement en temps petit de la solution fondamentale. Donc, enfin, les grandes déviations dures. Bon. Donc, je vais compléter certains des aspects que je n'ai pas développés dans le cours auquel j'ai fait allusion dans le séminaire que je vais faire dans un petit moment. Et j'extrais comme ça ce séminaire parce que c'est, rassurez-vous, si vous décidez de rester, il n'y aura pas tous ces n, toutes ces équations non linéaires sur l'espace des mesures de proba. On sera en train de faire des choses simples sur les mesures de proba. Tu as des doutes? Ça va nous changer. Ben aujourd'hui, je reconnais. Attends, les deux premiers cours n'étaient pas si durs que ça. Il fallait s'accrocher un peu, parce que sur les estimations, quand même, les estimations d'erreur sur les équations quadratiques, etc. Bon, la complexité, la difficulté et la simplicité sont des notions relatives. On est d'accord. Mais là, aujourd'hui, je reconnais que c'était très lourd et très dense, mais je tenais, par honnêteté intellectuelle, à présenter tous les petits points qu'il faut rajouter pour compléter la démonstration auquel j'ai consacré 9 cours l'an dernier. Hein. Donc 9 cours, ça ne suffisait pas, il y avait encore plein de petits points, et puis avec, on a découvert qu'on avait loupé des trucs. Quoi. Aucun des résultats dont je vous ai parlé l'an dernier était faux. Mais c'est pas que la démonstration était fausse, c'est qu'il manquait des trucs, la démonstration. Donc c'est des choses qui arrivent. Hein, il y a une définition de la recherche involontaire par Samuel Beckett qui est fail better. C'est une formule de Samuel Beckett dans une de ses pièces. Fail better, c'est-à-dire échouer mieux. Alors, fail n'est pas échouer, c'est pas vraiment là. Il y a une petite nuance de signification entre fail et échouer. Je dirais c'est plutôt ne pas atteindre ses objectifs. Alors vous pouvez dire c'est échouer, mais échec est un mot beaucoup plus violent que fail. Mais bon, c'est une affaire, peu importe. Mais échouer mieux est une très belle définition de la recherche, parce que même quand on arrive à faire une démonstration complète, ce qui est maintenant le cas sur un problème merdique, passez-moi l'expression, immédiatement vous voyez que votre démonstration, je vous l'ai dit, vous changez le truc irrégulier, vous prenez un truc qui n'a pas d'antimonotonie, tout s'effondre. Bon. Donc, quelque part, à moins d'être très versé dans l'autocontemplation nombriliste, on se rend tout de suite compte que, ok, on a compris un epsilon, mais du coup, il y a plein de nouveaux problèmes. Et donc, c'est la recherche, et c'est pour ça que je n'aime pas le mot échec, c'est la définition même de la recherche, c'est d'échouer, mais d'échouer de mieux en mieux. Et c'est pour ça que je trouve que Beckett, donc, qui a le sens des formules souvent, et là cette formule est absolument extraordinaire, même si de fait, je ne pense pas qu'il pensait à la recherche mathématique quand son personnage dit ça. Ben, évidemment non. Sur ce, merci. Bon, j'ai tenu le coup, il me reste encore à tenir le coup en 1 heure, ou en tout cas, je vous libérerai peut-être un peu plus tôt pour ceux qui ont le courage de rester. Allez, petite pause en ce qui me concerne.